Avant de retrouver dans une petite demi-heure le rendez-vous de la médiatrice dans l'actualité des idées aujourd'hui, après un mois de guerre en Ukraine, le monde a-t-il changé ? De l'avis général, les Russes rencontrent depuis le début bien plus de difficultés que ce qui avait sans doute été anticipé. Il n'y a pas eu de guerre éclair. Il n'en demeure pas moins que la Russie est accusée de crimes, de guerre, que des villes, des civils sont bombardés, que plus de 3,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine. Aujourd'hui ont lieu à Bruxelles un sommet extraordinaire de l'OTAN, une réunion du G7 et un Conseil européen en présence du président des États-Unis. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po. Votre dernier livre, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, a été publié au début du mois aux éditions Odile Jacob et a reçu récemment le prix du livre géopolitique 2022. Vous écrivez, Frédéric Ancel, dans l'introduction de ce livre, rédigé avant le 24 février, que le concept de puissance, tout comme la nation et les frontières, a mauvaise presse chez les progressistes en Occident. Vous ne faites pas partie précisément de ceux qui avaient délaissé ces notions, qui, pour le coup, me semble-t-il, depuis un mois, sont largement convoquées. Alors, vous avez raison sur les frontières, puisqu'on cherche à défendre les frontières de l'Ukraine. On est offusqué que les frontières de l'Ukraine aient été transgressées de manière extraordinairement brutale. Sauf qu'on déteste parallèlement, dans le même mouvement d'opinion et de compréhension, ce qui est logique, la puissance russe, ou en tout cas l'excès de puissance, qu'on confond trop souvent. On confond la puissance avec l'excès de puissance, et de fait, ça renvoie à cette dialectique entre frontières, autrement dit souveraineté, lâchons le mot fondamental, souveraineté d'une part, et puissance d'autre part. J'ai envie de vous dire que la souveraineté sans la puissance, quelque part, est scélérate, et on le voit bien aujourd'hui, avec l'Ukraine qui vit et qui subit une solitude stratégique et diplomatique désastreuse, puisqu'effectivement, elle aiguise l'appétit d'une puissance très importante. Alors justement, de la Russie, vous dites dans votre livre qu'elle est une grande puissance pauvre, mais aussi un État révisionniste victime, entre guillemets, de l'Occident. Est-ce cette dimension-là, notamment, qui a été sous-estimée ces derniers mois, ces dernières années? Oui, sans aucun doute, peut-être même ces 2 dernières décennies. Je suis de ceux qui pensent que dans les années 90, les Occidentaux de manière générale, sans doute les Américains en particulier, on a raté l'occasion de bâtir une architecture de la paix en Europe centrale et orientale. Pourquoi ? Parce que la Russie d'aujourd'hui, y compris chez les gens qui ne sont pas des nationalistes fervents ou des poutiniens absolus, se sent lésée. La Russie, comme d'ailleurs la Turquie et la Chine, ce sont trois parmi les principaux États, me semble-t-il, révisionnistes, bien sûr pas au sens négationniste du terme. Autant, on dit des puissances qui souhaitent réviser des traités d'où sont issues des frontières qui ne leur plaisent pas. Donc la Russie est une puissance révisionniste, elle se sent lésée par la chute de l'URSS et par ce qui s'est produit après. Et qu'est-ce qui s'est produit après ? C'est l'adhésion dans l'OTAN, donc une alliance non pas seulement économique, mais militaire en l'occurrence, soudée autour de Washington, considérée à tort ou à raison comme agressive, cette alliance-là. Et Poutine, lui, d'abord, il l'a toujours cru, sincèrement, il en joue, il surjoue de cette représentation assez massivement partagée en Russie, semble-t-il, et il essaye aujourd'hui de mettre une partie, en tout cas des moyens qui sont à sa disposition, y compris des moyens militaires, même si ce sont ceux d'une grande puissance pauvre, on pourra y revenir, pour croquer ce qui lui semble avoir depuis toujours, appartenu et devoir appartenir, en tout cas depuis toujours, à la grande Russie, c'est-à-dire l'Ukraine. Donc, mais je voudrais ajouter, si vous le permettez, que c'est pas parce qu'on a raté le rendez-vous de cette architecture de la paix, qui d'ailleurs n'a peut-être pas fonctionné, que ça légitime en quoi que ce soit l'aventurisme. Eh ben oui, de Poutine, parce qu'il vous aura pas échappé qu'il se paye le luxe de ne même pas évoquer une possible adhésion, je dis bien une possible, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour ces derniers mois, de l'Ukraine à l'OTAN, mais il diabolise et il nazifie de manière outrancière et en fait grotesque le régime démocratique par ailleurs ukrainien, et in fine, il considère que finalement, l'Ukraine n'a jamais constitué une véritable nation, justement, un véritable peuple. Mais vous voyez, il se paye le luxe de ne même pas pointer le doigt sur une éventuelle dangerosité stratégique que j'évoque dans cette fameuse architecture que nous n'avons pas effectivement tenté de bâtir à l'époque. La crainte, le ressentiment peuvent souder. C'est ce qu'a tenté aussi de faire Poutine, c'est ce qu'il fait. Et vous le rappelez, l'unité, la cohésion intérieure, c'est une condition indispensable à la puissance. Néanmoins, dans ce livre, vous parlez également des illusions de la puissance, présumer de ses forces, sous-estimer l'adversaire. Est-ce que
est-ce précisément cela qui est arrivé aussi à Poutine dans ce premier mois de guerre? Exactement, et je crois que c'est l'illustration principale de la dérive dont parlent tous ceux qui l'ont fréquenté ces dernières années ou ces derniers mois. Sa dérive n'est pas seulement autoritaire à l'intérieur, hein, elle est également aventuriste à l'extérieur. Et cette dérive, l'illustration principale, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a mésestimé ses adversaires, ou en tout cas ses vis-à-vis. Alors sur 2 points précis, très rapidement. D'abord, il n'a pas su évaluer l'importance de la conscience nationale ukrainienne en gestation. Alors, c'est plus seulement en gestation, en développement, qui aujourd'hui implique une résistance armée. Alors, y compris chez les russophones. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'il a aussi joué le côté ethno-linguistique, qui avait pu fonctionner en Crimée et dans le Donbass en 2014, mais qui aujourd'hui, manifestement, ne fonctionne plus du tout. Donc là, il a mésestimé ce vis-à-vis ukrainien en considérant les Ukrainiens comme des petits frères, mais au sens très infantilisant du terme. Et puis, surtout, je pense, il a mésestimé la capacité des Européens qu'il méprise au dernier degré sur une posture viriliste, misogyne, phallocrate, homophobe. Donc il a considéré que les Européens étaient des décadents qui s'étaient totalement dévirilisés et féminisés. Je remploie des termes qui sont utilisés fréquemment par le Kremlin. Et par conséquent, qu'ils auraient par définition peur de réagir, ne serait-ce que sur le plan économique et financier. Il s'est planté. Et je voudrais, si vous le permettez, ajouter un mot. Les plus grands stratèges, à commencer par le chinois Sun Tzu il y a 24 siècles, Clausewitz, dont d'ailleurs Poutine en principe est un adepte et un grand lecteur dans le texte. La plupart des stratèges considèrent que mésestimer l'adversaire est l'une des pires erreurs possibles. Et je vous donnerai simplement 2 cas de figure militaires extrêmement récents et précis. En 1973, au début de la guerre du Yom Kippour, les Israéliens ont payé très cher le fait d'avoir considéré les Arabes comme des imbéciles. Je veux dire, sur le plan militaire, bien sûr. Après, effectivement, 3 défaites cuisantes arabes. Et là, ils avaient laissé très très peu d'hommes et très peu de matériel face aux armées arabes qui, elles, par ailleurs, s'étaient développées. Et beaucoup plus près de chez nous, et y compris géographiquement, et pas seulement historiquement, la guerre, malheureusement, oubliée aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'était à l'automne 2020 et les Arméniens ont fait l'erreur catastrophique de mésestimer les Azerbaïdjanais. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il serait largement prématuré de parler de défaite de la Russie lorsque l'on voit chaque jour ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il n'y a pas eu de guerre éclair, mais une guerre qui dure, ça peut aussi être une guerre de plus en plus meurtrière. Oui, vous avez raison. Alors, je pense qu'on ne peut pas encore parler de victoire ou de défaite, simplement parce qu'on ne connaît pas, et peut-être qu'on ne connaîtra jamais précisément, les objectifs originels de Vladimir Poutine. Je pense d'ailleurs qu'au regard de ces difficultés, il est en train d'en changer. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous êtes l'acteur, lorsque vous misez, lorsque vous décidez d'entrer dans l'arène ou de commencer la partie, d'une part, et que d'autre part, sur le papier, vous êtes très manifestement le plus fort, eh bien, le seuil d'interprétation et de reconnaissance universelle de la victoire sera bien évidemment plus élevé. Vous êtes le plus fort. Donc vous ne pouvez pas vous contenter d'une semi-victoire, semi-défaite au cours de laquelle vous avez laissé beaucoup de plumes. Sinon, évidemment, les observateurs vous critiqueront, considérant que vous n'avez pas été à la hauteur des attentes objectives qui étaient les vôtres. Donc d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, maintenant, on peut considérer que Poutine n'a pas atteint l'essentiel de ses objectifs. Il n'en a peut-être atteint aucun, je ne sais pas, on verra ça à l'avenir. Mais fort de ce constat, on doit être extrêmement prudent, car gare à la bête blessée. Et Poutine, tout à l'heure vous évoquiez à juste titre les relations avec son intérieur, en réalité sa propre opinion publique, il ne peut pas arrêter la guerre tant qu'il ne revient pas chez lui, là je ne parle pas que des Occidentaux à l'extérieur ou des Chinois, tant qu'il ne revient pas chez lui, devant son opinion et devant des familles qui auront perdu des jeunes garçons, sans une véritable victoire. En tout cas, ce qui sera à ses yeux une véritable victoire. Dans les inconnus, donc vous dites effectivement on ne connaît pas finalement réellement les objectifs qui ont peut-être changé depuis le début. Il y a une autre question que vous qualifiez d'essentielle dans votre livre. Quel prix humain et matériel est-on prêt à consentir pour vaincre l'ennemi à un instant T sur tel champ de bataille et pour tel enjeu ? Là non plus, on n'a pas la réponse. Question fondamentale. Et c'est la question qui divise, ça correspond à un véritable clivage entre les démocraties et les systèmes autoritaires. Non pas que les démocraties soient forcément sympathiques et certainement pas à la guerre. Et entre parenthèses, contrairement à ce que pensent ou à ce que fantasment certains, notamment à l'extrême droite, les démocraties savent parfaitement se battre et savent malheureusement être parfois extrêmement violentes. Mais du point de vue du prix à payer, du seuil de supportabilité, comme je l'appelle, des pertes humaines, là effectivement il y a une différence. Alors
Alors on l'a bien vu avec les opérations coloniales françaises dans les années 50, on l'a vu au Vietnam avec les États-Unis, mais on l'avait déjà vu dans une certaine mesure à la fin de l'Empire soviétique en Afghanistan, Afghanistan, ouais. lorsque la société, lorsque le pouvoir commençait doucement à se démocratiser. Le prix de la vie humaine, non pas entretenu bien sûr par une société, une mère qui perd son fils est une mère qui perd son fils, mais par le pouvoir politique, lorsqu'il est autoritaire et qu'il n'a par conséquent pas de compte à rendre à sa population, le prix de la vie humaine, évidemment, malheureusement, il est moins élevé qu'en démocratie. Et ça participe aussi à rendre la suite pour le moins incertaine. C'est ça. Alors, d'autant que vous citez dans votre livre aussi, Frédéric Ancel, des atouts majeurs de la puissance que conserve la Russie, parmi lesquels, et pas des moindres, la possession du premier arsenal atomique du monde. C'est ça ce qui fait que, de toute façon, les Occidentaux n'iront pas plus loin que le soutien via les sanctions ou les livraisons d'armes. Oui, c'est l'essentiel. C'est la variable explicative essentielle. On a peur de ce que pourrait faire la Russie. D'ailleurs, il cherche, Vladimir Poutine, à nous faire peur. Il réussit dans une certaine mesure, puisque c'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'il brandit la menace nucléaire. Alors, il considère qu'il ne l'utiliserait que si les intérêts vitaux de la Russie étaient menacés. Oui, mais très bien. Mais qu'est-ce qu'il appelle les intérêts vitaux? Vous savez, là, c'est extrêmement subjectif. Donc, il cherche à nous faire peur. Et d'ailleurs, c'est l'une des traductions de la pauvreté d'une grande puissance. Une grande puissance pauvre, elle dispose d'atouts, vous en avez cité un. En l'occurrence, elle dispose d'un deuxième atout, c'est le droit de veto comme membre permanent du Conseil de sécurité, dont il a déjà fait usage, bien sûr, il y a 3 semaines. Et puis, c'est des réserves d'hydrocarbures extrêmement importantes, précieuses pour l'Europe. On pourrait bien sûr y revenir. Mais à côté de ces as ou de ces jokers, si vous voulez, il n'y a à peu près que des 2, des 3, des 4, des 5. Pardon de filer la métaphore du joueur de cartes. Et là, c'est plus dangereux, parce qu'une grande puissance pauvre, elle va utiliser des leviers qui ne seront pas nécessairement décisifs. Et si, en conventionnel, c'est-à-dire sur le plan, tiens, par exemple, économique et financier, elle ne peut pas tenir face à un adversaire, eh bien, elle sera peut-être plus tentée d'utiliser son joker. Parce qu'après tout, elle n'a que ça, encore une fois, en l'occurrence, face aux Européens ou aux Occidentaux. Là où je suis quand même assez optimiste, c'est sur le fait que Vladimir Poutine, même s'il est moins pragmatique qu'au cours de ces 22 dernières années de pouvoir, où finalement il était à la fois brutal et prudent, du point de vue en tout cas des intérêts de la Russie, là il est allé loin, peut-être trop loin, mais il demeure quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans une psyché apocalyptique ou dans une politique de nature apocalyptique. Et je crois qu'il faut toujours prendre garde à mélanger la nature des régimes. Il y a eu très 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 peu, heureusement, je crois qu'on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui, de régimes politiques et institutionnels de nature apocalyptique dans l'histoire. Au 20e, début 21e, je n'en connais que 3. La fin du Troisième Reich, le Hutu Power au Rwanda en 94 et Daesh dans les années 2000, bon, si tant est qu'on appelle ça un État. C'est très peu au regard des centaines de régimes politiques qui se sont succédés. Et je crois pouvoir affirmer, j'espère pouvoir affirmer que Poutine et le régime en place au Kremlin, aussi antipathiques soient-ils, n'est pas et ne sont pas de nature apocalyptique. Donc il ne va pas risquer de tout perdre, de renverser la table, parlons concrètement, de mourir, pour obtenir encore un peu plus d'Ukraine ou un peu plus de Moldavie. Ça, je n'y crois pas. L'OTAN soutient l'Ukraine dans son droit à l'autodéfense, mais elle n'est pas partie au conflit et ne veut pas que le conflit devienne une guerre entre l'OTAN et la Russie, a répété Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Il dit aussi que l'Alliance a des plans pour protéger tous les alliés contre une attaque avec des armes nucléaires. C'est bien ce que vous nous disiez, la prise en compte malgré tout de cette menace. Quand on dit des plans pour protéger les alliés contre une attaque avec des armes nucléaires, on parle de quoi, Frédéric Ancel? Moi, je pense qu'on parle dans le vide. Hein. Là, je pense qu'on est dans une forme de propagande. Alors, il s'agit de rassurer les États membres de l'OTAN et, par ailleurs, d'attirer d'autres membres éventuels. Hein. Pensez à la Suède, à la Finlande. Qui se rapprochent considérablement. Bon, alors, évidemment, la Moldavie et la Géorgie, ça fait longtemps qu'ils supplient d'entrer, et pour des raisons évidentes liées à la Russie. La Suède et la Finlande, c'est quand même assez nouveau. On pourrait très bien assister à la demande d'autres États du Caucase et ou du Moyen-Orient. Alors pourquoi je dis que là on est dans une forme de propagande? Parce que si Vladimir Poutine utilise toujours en Ukraine des armes nucléaires ou des armes chimiques, bactériologiques de nature tactique, on n'interviendra toujours pas parce que ce sera toujours en Ukraine. L'Ukraine ne sera toujours pas dans l'OTAN. Et Joe Biden l'a très bien dit dès janvier, avant même, au début de la crise et avant la guerre, il n'y aura pas un soldat américain qui mourra pour l'Ukraine. Mais si vous le permettez, moi je considère que ce n'est pas un discours de faiblesse. On fait souvent un procès en incompétence ou en faiblesse à Joe Biden. Je ne suis pas d'accord. En creux,
c'est un discours de force. Sous-entendu, c'est comme ça que je l'interprète, l'Ukraine, c'est perdu. Elle n'y est pas, c'est perdu. En revanche, vous autres, Suédois, Finlandais, Géorgiens, etc., qui hésitiez jusqu'à présent, ou qui ne vous étiez peut-être même pas posé la question, rejoignez-nous. Parce que si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, on n'ira donc pas. Mais en creux, ça signifie, si vous êtes dans l'OTAN, vous ne serez pas agressé par la Russie. Et puis dernier point, quand même, en quelques semaines, les Américains ont considérablement renforcé, avec d'autres États membres de l'OTAN, comme la France par exemple, Absolument. les frontières orientales de l'OTAN. Et c'est encore prévu de les renforcer davantage. C'est ce qui a été annoncé ce matin, justement, dans le cadre de ce sommet de l'OTAN qui a lieu à Bruxelles. Alors, ce matin encore aussi, Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN une aide militaire sans restriction. Bon. On a bien compris qu'il n'obtiendrait pas gain de cause. Il a dit aussi hier, devant les parlementaires français, qu'il fallait des armes parce que la liberté pouvait gagner si elle était armée. Et puis, il a dit aussi ceci. Nous attendons de la France que vous fassiez votre possible pour que la Russie cherche la paix et arrête cette guerre contre la liberté. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de Russie. Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun. Convoqué Verdun, comme il a parlé de Churchill aux Britanniques, du mur de Berlin aux Allemands, de Fukushima aux Japonais. Frédéric Ancel. De la Shoah en Israël. Absolument. Vous êtes plus que réservé sur la notion vague d'opinion publique, concept hautement problématique. Écrivez-vous dans votre livre Les voies de la puissance. Néanmoins, c'est bien de cela qu'il est question ici. Quel effet est-ce que cela produit ou peut produire ? Oui, les opinions publiques n'ont pas de chars d'assaut et n'ont pas de chasseurs-bombardiers. Donc moi, si vous voulez, et on n'est même pas dans un cadre institutionnel. Donc je pense qu'on en a trop fait ces dernières années, on a peut-être trop espéré. Donc c'est une espérance tout à fait légitime. Des opinions publiques sur pas mal de conflits. Tout à l'heure, je citais encore celui très cruel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a 1 an et demi, qu'à peu près tout le monde a oublié aujourd'hui. Bien sûr que l'émotion peut pousser des régimes politiques, notamment et essentiellement dans les démocraties, à agir, et à agir plus, à agir différemment, mais c'est une variable d'abord qui est secondaire dans les prises de décision qui, pour l'essentiel, depuis au moins les traités de Westphalie de 1648, les États sont quand même, ce que disait Hegel, je n'invente rien, les États donc des intérêts. Nietzsche ajoutant que les États sont les plus froids des monstres froids. Donc si vous voulez, on fonctionne d'abord sur les intérêts. Moi, je suis très heureux en tant que géopolitologue humaniste, c'est comme ça que j'aime bien me présenter, j'aime bien que la variable morale ou éthique soit de prise de décision, soit la plus importante possible, qu'elle enfonce un coin dans les stricts et glaciaux intérêts des États. Mais je me dois d'être réaliste, et de rester professionnel en cela. À la fin des fins, la crise s'estompera puis s'arrêtera. On négociera, et on négociera avec qui ? Avec Poutine, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il s'est institutionnellement bâti une carrière, alors si la santé le lui permet, de plusieurs décennies encore, exactement. Pas besoin d'être grand géographe pour savoir que la Russie restera à l'est de l'Europe. Tout ça pour vous dire que Zelensky, il a raison de tenter de pousser les opinions publiques occidentales, elle-même à exercer des pressions ou à maintenir la pression sur les exécutifs respectifs. Mais moi, je pense que les exécutifs respectifs, d'abord, ils n'ont pas attendu les opinions publiques dès le 2e ou 3e jour de l'invasion pour réagir très fortement sur le plan économique et financier. On l'a bien vu avec les Européens. Et d'autre part, encore une fois, j'insiste, à la fin des fins, ce n'est pas l'émotion qui de toute façon retombera, qui fera que à Paris, à Londres ou à Berlin, on maintiendra, oui ou non, telle ou telle politique face à Moscou. Il y a un facteur temps qui joue tout de même, Frédéric Ancel, parce que là, si on dit, voilà, on fait la guerre sans la faire, c'est ce qu'on dit, combien de temps est-ce que ça peut durer, ça, ce haut niveau de pression, avec toutes les semaines ou presque de nouvelles sanctions, des sommets exceptionnels, des déclarations très fortes, combien de temps ça tient ? Alors, ça peut tenir très longtemps et c'est une réponse pessimiste. C'est-à-dire que les sanctions, en général, et je le dis de manière très empirique, l'expérience nous prouve que les sanctions, ça ne marche pas très bien. On le voit bien avec l'Iran, depuis maintenant une vingtaine d'années. On le voit avec beaucoup d'autres pays. Ça ne marche pas très bien. Et en même temps, d'abord parce que ça coûte cher à celui qui les impose ou à ceux qui les imposent. Et nous, ça va nous coûter cher. Premier point. Deuxième point, ça a parfois tendance à réunir ou à rassembler une population derrière son régime, même s'il n'est pas apprécié. À créer du ressentiment, pour parler de ce qu'on... Exactement, parce que vous savez, les sanctions qui viennent dans les fourgons de l'étranger, c'est jamais très très bien vu. 2, et 3, de toute façon, M. Poutine, lui, il ne manquera de rien. Bon. Donc, les sanctions ne sont pas toujours très efficaces.
efficaces, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas les rejeter mécaniquement, parce que si face à une agression telle que l'Ukraine la vit depuis un mois, qui est caractéristique d'une agression militaire brutale, illégitime, illégale, etc. Bon, elle coche toutes les cases, comme on dit. Si face à cela, nous autres Européens ou Occidentaux, on n'est même pas capables de jouer dans la seule dimension, là je parle plus spécifiquement des Européens, que nous avons depuis le traité de Rome de 57, c'est-à-dire la dimension soft power, économique, financière, culturelle, sportive, etc. Eh bien, ça ne dissuadera pas M. Poutine d'aller encore plus loin. Qui vous dit qu'il n'irait pas déjà plus loin ou plus brutalement s'il n'avait pas peur de nouvelles sanctions? Et surtout, et j'ai envie de vous dire, ça ne dissuadera pas les autres chefs d'État ou de gouvernement qui, en ce moment, un peu partout dans le monde, nous scrutent comme le lait sur le feu pour voir si, oui ou non, ça leur coûterait eux aussi très cher d'aller croquer l'un de leurs voisins respectifs. Vous voyez. Donc moi je pense que le système de sanctions, il a le mérite insigne très important d'exister, mais malheureusement on n'est jamais sûr que ça fonctionne. Et M. Poutine semble vouloir durer très longtemps dans le temps, puisque vous voyez, il essaye de renverser la table de la gouvernance mondiale. Et parmi les atouts qu'il conserve, il y a évidemment le gaz. Et là, on voit que ça interroge aussi notre propre puissance, parce que du même coup, on a ce problème avec le gaz russe et les débats sur l'indépendance énergétique de l'Europe, évidemment, prennent une ampleur considérable. Oui, alors en même temps, c'est je te tiens, tu me tiens, le gaz et le pétrole. C'est-à-dire que nous, on a besoin du gaz russe. Maintenant, si on n'achète plus beaucoup moins de gaz russe parce qu'on en aura trouvé ailleurs ou parce qu'on va moins se chauffer, les Russes ne vendront pas, ou beaucoup moins en tout cas, leur gaz, même si les Chinois, les Indiens en importent davantage que... oui, mais vous savez, l'économie russe est quasi mono-exportatrice. Une fois qu'on a dépassé le blé, les armements lourds, le gaz et le pétrole, il n'y a plus grand-chose. Ce serait littéralement catastrophique pour la Russie si elle vendait substantiellement moins de gaz naturel. C'est je te tiens, tu me tiens. Autrement dit, c'est une arme à double tranchant. Et M. Poutine, et là, on a la limite de la grande puissance, c'est le côté faible que j'évoquais dans la grande puissance, il n'a pas beaucoup d'autres atouts. Essayez d'établir des sanctions économiques, financières, gazières, pétrolières sur les États-Unis. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, là, il n'y a aucune possibilité de jouer sur autre chose, de trouver un autre joker. Ou alors si ce serait la Chine, qui tenterait de pallier sur le plan technologique, sur le plan énergétique, en termes d'achat supplémentaires de brut ou de gaz naturel, les sanctions occidentales. Mais moi, je pense, on pourrait peut-être y revenir, que la Chine est extrêmement gênée dans cette histoire et ne soutiendra pas davantage Vladimir Poutine. Eh ben non, mais alors restons-y maintenant, Frédéric Ancel, sur la Chine. Effectivement, vous dites aussi dans votre livre, voilà, un facteur important des puissances, c'est les alliés. Là, la Russie est extrêmement isolée. Tout le monde, depuis le début, dit « Ah, la Chine », mais la Chine respecte l'intégrité territoriale des États. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben voilà. Alors d'abord, je rappelle que la Chine n'a jamais signé de traité d'alliance avec la Russie. La Russie et la Chine ne sont pas alliés. Il faut cesser d'employer des termes qu'on galvaude beaucoup trop. Il n'y a pas d'alliance entre Pékin et Moscou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a ce que M. Xi Jinping appelle une amitié indéfectible. Oui, très bien. Mais lorsque un ami fait des grosses bêtises, vous pouvez parfaitement l'enguirlander. Pardon de cette expression. Troisième point, la Chine a comme axiome diplomatique fondamental le respect de la sacro-sainte souveraineté des États. Vous venez de le rappeler avec raison. Or, il se trouve que l'Ukraine est un État souverain. Et mieux que ça, il entretient de bons rapports avec la Chine. Donc ça ne pourra pas durer longtemps, sans quoi la Chine perdra sa crédibilité diplomatique. Plus prosaïque et peut-être plus important encore, sur le plan économique, l'aventurisme poutinien va coûter très cher à l'économie chinoise. D'abord, en termes de baril de brut. Un baril à 50, 60, 70 $, pour une économie dont la croissance est déjà molle, au regard en tout cas des objectifs de Xi Jinping, 4,5, 5, 5,5, 6%, c'est insuffisant. Mais avec un baril à 120, 130, 140, 150 $, ce ne sera pas possible. Et moi, je pense que les Chinois ont déjà indiqué à M. Poutine, en s'abstenant à 2 reprises, une fois au Conseil de sécurité, une autre fois à l'Assemblée générale des Nations unies et une troisième fois en appelant au téléphone M. Zelensky pour lui dire regretter profondément la situation, les Chinois ont déjà dit à M. Poutine qu'il fallait terminer rapidement cette guerre. Si l'on en vient à parler, voilà, pour terminer, de ce qui bouge avec cette guerre, vous parliez des Européens tout à l'heure. Le titre du chapitre sur l'Europe dans votre livre, c'est « L'Europe, cette OPNI, objet politique non identifié ». Est-ce que ça, c'est en train de changer, Frédéric Ancel ?
Eh ben, en tout cas, c'est possible pour la première fois. Je pense que M. Poutine vient de jeter dans le jardin européen une pierre de fondation. Est-ce que nous allons décider enfin de construire dessus, de construire quoi? Une Europe puissance, à laquelle appelle le tandem Macron-Le Drian depuis 5 ans, en s'échinant et en s'évertuant à tenter de convaincre les Européens qu'il faut non pas bypasser, non pas contourner l'OTAN, non pas la casser, mais en tout cas créer une autonomie stratégique vis-à-vis des Américains et une puissance dissuasive vis-à-vis aujourd'hui des Russes, peut-être demain des Chinois, etc. Est-ce que oui ou non, on va le faire? Personnellement, je l'espère, en tant que citoyen européen et en tant que géopolitologue. On a des signes plutôt positifs, notamment en provenance de l'Allemagne, mais ce n'est pas fait. Attention, attention au temps long de cher à Fernand Braudel. L'émotion est là aujourd'hui. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, je ne sais pas si elle se maintiendra. Et justement, c'est pour terminer la dernière question. Est-ce qu'on peut dire qu'en un mois de guerre en Ukraine, le monde a changé, Frédéric Ancel, ou est-ce qu'il est beaucoup trop tôt pour dire ça? Non, le monde n'a pas changé, les fondamentaux demeurent et demeureront, j'en suis tout à fait convaincu, sauf peut-être pour ce qui concerne précisément l'Europe. Est-ce que l'Europe sera, oui ou non, une Europe puissance? L'Europe renforcée, peut-être. L'OTAN renforcée, je crois que vous partagez cette analyse avec pas mal de personnes. Est-ce que ça veut dire que l'Occident, ce mot qu'on a aussi beaucoup utilisé, parfois un peu vague, est en train de retrouver un contenu quelque part? Non seulement il retrouve une véritable cohésion, aux grandes dames d'ailleurs d'un Trump qui voulait casser l'OTAN, mais conformément à ce que souhaite en revanche Joe Biden, qui en bon militant du centre-gauche américain, c'est-à-dire de la droite du Parti démocrate, a toujours été très favorable au maintien de ce concept d'Occident démocratique. Oui, je pense qu'il y a un retour en grâce, ou en tout cas en cohésion de l'Occident, c'est vrai, et notamment dans l'Indo-Pacifique, parce qu'il faudra bien y revenir. Et aujourd'hui, les alliés des États-Unis et des Européens dans la région, je pense notamment au Japon, à la Corée du Sud, aux Philippines, à l'Australie, à bien d'autres, peut-être demain au Vietnam, sont en train eux aussi de scruter notre volonté, notre capacité à résister à l'aventurisme brutal de Poutine. Merci beaucoup, Frédéric Ancel. Je rappelle donc votre dernier livre, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle. C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu à la grande table. Il est 13h22 et c'est l'heure du rendez-vous de la médiatrice. Bonjour Emmanuelle Davé. Bonjour Chloé. Et bonjour Sandrine Trener. Bonjour Chloé. De France C'est la première fois qu'on fait cet exercice ensemble. Voilà, qu'on se retrouve dans ce studio à cette heure-ci. Toutes les deux donc pour ce rendez-vous. Sandrine Trener, bonjour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un mois, les auditeurs soulignent le travail remarquable de vos journalistes et producteurs. Je vous lis l'un des messages reçus. Je souhaitais simplement remercier le travail de France Culture au sujet du traitement de l'information, ainsi que tous les programmes relatifs à l'Ukraine. Nous abordons le conflit avec vous de façon totalement différente et intelligente, en laissant toute la place aux populations vivant le conflit et non aux politologues et donneurs de leçons. Votre approche sensible m'a bouleversée. Merci également d'avoir retransmis la soirée de soutien à l'Ukraine organisée par Stanislas Nordet. Sandrine Trener, quels ont été vos choix éditoriaux pour aborder la guerre en Ukraine avec votre spécificité, votre identité de chaîne culturelle? Merci pour cette question et merci aux auditeurs de saluer ainsi le travail des équipes. C'est difficile de trouver la juste mesure pour parler d'événements aussi intensément complexe à appréhender, aussi émotionnellement engageant. Et ce que nous faisons à France Culture, c'est d'essayer d'être toujours à France Culture. En réalité, je crois que c'est notre principal garde-fou. Et donc de se dire toujours comment est-ce que l'on peut donner un peu davantage à comprendre ce qui se passe et qui, en l'occurrence, avait été assez peu prévu, en tout cas côté européen. Alors, le refuge pour ça, le refuge en or, c'est la connaissance et c'est la culture. Donc, très tôt, une semaine du cours de l'histoire pour éclairer sur l'histoire de l'Ukraine en un podcast de 4 émissions. Très tôt, les chemins de la philosophie qui ont croisé les différentes conceptions et pensées de la guerre. Très tôt, une semaine de culture monde sur la géopolitique de la Russie, et puis la culture toujours, donner à entendre la parole des artistes, informer sur la situation des artistes, non pas que les artistes aient
en tant que telle une place prédominante par rapport à toutes les autres populations qui souffrent, mais de se dire qu'en fait les régimes totalitaires s'en prennent toujours d'abord aux artistes parce qu'ils savent qu'il y a là l'âme d'un pays et que l'on peut tuer un pays en tuant sa langue et ses artistes. Et donc oui, effectivement, quand Stanislas Nordet est venu nous proposer de monter autour de lui cette soirée avec Culture Box, côté télévision, France Télévisions, on s'y est engouffré et on y a découvert de très beaux textes, en particulier le Chevaux de feu, que je recommande à tout le monde, et à l'écoute et à la lecture. On poursuit avec des messages sur la pandémie. Voici le message d'une virologue. Vous donnez assez souvent la parole à des scientifiques pour parler de la pandémie et j'ai l'impression que ce sont quasiment toujours des hommes. Est-ce parce que vous invitez principalement des hommes ou est-ce parce que vous essayez d'inviter des femmes mais elles refusent plus souvent que les hommes et donc vos invités sont principalement masculins? Sandrine Trainer, est-ce que cette perception de votre antenne est une réalité? Forcément, c'est un peu la réalité de cette auditrice puisqu'elle nous l'exprime. Néanmoins, il me semble que c'est quand même une impression. C'est vrai qu'il y a des hommes et pas mal sur ces sujets-là. Hein. On n'est pas surpris que des grands pontes de la médecine puissent être souvent masculins. Mais enfin, il y a aussi beaucoup des femmes, singulièrement dans ce domaine. Et comme ça, en faisant juste appel à la mémoire immédiate, j'ai pensé à Anne-Claude Crémieux, j'ai pensé à Marie-Paul Kieny, à Florence Adair, à Sandrine Sarrazin, à Morgane Boncel, à Anne Goffard. Non, je crois qu'en tout cas, nous avons eu à cœur de donner la parole tout simplement aux personnes qui étaient compétentes pour répondre à nos questions. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Autre message donc sur la pandémie. Depuis mars 2020, nous dit un auditeur, des médecins, des professeurs ont régulièrement voix au chapitre sur France Culture. Ces personnes sont censées faire une déclaration publique de lien d'intérêt, y compris lorsqu'ils se disent sans lien d'intérêt. Cette déclaration n'est pas facultative, elle est obligatoire. Serait-il donc possible d'envisager la publication systématique de la déclaration des liens d'intérêt de vos invités en biomédecine sur votre antenne? Alors, Sandrine Trainer, y a-t-il une règle établie à ce sujet? Écoutez, en tout cas, pour y répondre de manière positive, rien ne s'y oppose, évidemment. C'est vrai que c'est fait systématiquement à l'oral. Je dois avouer la nécessité d'aller vérifier un peu dans les recoins de notre site, mais je trouve cette remarque tout à fait judicieuse. Donc vous y réfléchirez. Oui, j'y adhère. D'accord. Dernière question. Des auditeurs nous ont écrit cette semaine au sujet de la diffusion de la messe en latin. Voici un message. Je suis très peinée de voir que la messe dominicale que vous diffusez est passée du français au latin, comme c'était la tradition avant Vatican II. Dois-je considérer que c'est un parti pris de la part de France Culture ou est-il imposé par l'Église catholique? Sandrine Trainer, quelle est votre réponse à ces auditeurs? Alors, la première réponse, c'est toujours quand même rappeler le cadre. Hein, et le cadre, c'est donc la diffusion de la messe chaque dimanche de 10h à 11h, une messe qui est faite pour les auditeurs de France Culture, faite exprès et qui relève du cahier des missions et des charges de Radio France, qui est assumé en l'occurrence par France Culture. Et donc, cette messe est néanmoins tout à fait gérée et organisée par un producteur, quelqu'un qui a le statut de producteur, qui s'appelle Jérôme Rousse-Lacordaire, et je lui ai donc demandé, parce que j'avoue que je ne suis pas terriblement en charge de cet aspect-là des choses, je lui ai demandé de répondre aux auditeurs, et donc je vous lis tout simplement sa réponse. Il s'agit de la messe grégorienne de la cathédrale. Les lectures et les oraisons sont en français et cette messe est en alternance avec des messes entièrement en français. Ainsi, cette année, il n'y en a que 3 de la sorte, sur une 60aine de messes au total. Certains auditeurs en sont contents. Très bien, merci Sandrine Trainer. Et merci à vous, Emmanuel Davier. Merci évidemment aussi à la belle équipe de La Grande Table, Lauriane Delacroix, Henri Leblanc, Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez, Violaine Malstaff et Mayalène Despio-Courré, à la réalisation Thomas Beau, à la technique Grégory Wallon et Jean-Guilain Meige. Demain, vous avez rendez-vous avec la critique et Lucille Como à midi et vous aurez le grand plaisir de retrouver Olivia Gesbert lundi. France Culture, l'esprit d'ouverture.